Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au CUM, bienvenue à nos deux invités prestigieux, Michel Onfray et Éric Nolot. Aujourd'hui, nous reprenons donc le cycle édition spéciale et nous sommes absolument ravis de les recevoir. Au nom de Christian Estrosi, le maire de Nice, je vous souhaite une très belle conférence et je ne parle pas plus longtemps pour que vous puissiez profiter des lumières de nos invités. Merci. Merci à Karine, bonjour à tous. Je n'irai pas jusqu'à dire comme Valérie Pécresse que vous m'avez manqué, ou si je devais le dire, j'essaierais de le faire avec plus de conviction qu'elle ne le fit, mais en tout cas je suis très heureux de renouer le fil de ces éditions spéciales. Oui, je vois qu'il y a des pécressiens dans la salle. Bon, je suis très heureux de renouer le fil de ces éditions spéciales, et d'autant plus heureux que nous renouons ce fil avec Michel Onfray, qui est un de nos plus prestigieux habitués. Il y a toujours une actualité autour de Michel Onfray, écrivain très prolifique. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler d'art autour de l'ouvrage Les raisons de l'art, mais ça ne nous empêchera pas, si le temps imparti nous le permet, de déborder, de parler aussi de vie philosophique ou d'actualité politique, puisque Michel Onfray vient de faire paraître un ouvrage consacré à Emmanuel Macron, où il y a très peu de, pour résumer, hein, on entrera dans les détails tout à l'heure, très peu de tendresse envers l'actuel président de la République, puisque le titre en est foutriqué. Bon. Alors, Les raisons de l'art, c'est un ouvrage extrêmement dense, puisqu'en moins de 200 pages, Michel Onfray, vous nous menez de l'art préhistorique à l'art contemporain. Mais si vous accomplissez ce tour de force en 200 pages, c'est que ce n'est pas, je le dis d'emblée, un ouvrage à visée encyclopédique. C'est un ouvrage qui est organisé autour d'un fil rouge, celui du beau en art, ou plutôt de l'absence du beau en art, puisque vous affirmez, en examinant de très près certaines œuvres, que le beau n'a pas été, dans la plupart des cas, la préoccupation des artistes, qu'ils ont basé leur œuvre sur d'autres principes. Nous allons examiner lesquels selon les périodes. Mais avant d'en venir au vif de notre livre, je voudrais remonter en arrière, remonter à votre enfance. Vous êtes issu d'un milieu modeste et on sait que l'inégalité de l'accès à l'art s'ajoute très très souvent à d'autres inégalités. Est-ce que c'était le cas pour vous? Est-ce que vous aviez accès à l'art dans votre enfance? Et de quand à quand remontent plutôt vos premières émotions esthétiques? Merci, cher Eric, merci à vous d'être là. Quelle est la première émotion esthétique? Elle serait naturelle finalement, elle ne serait pas culturelle. Je pense que j'ai eu des émotions avec la nature, des moments dans mon village natal, avec les jeux de lumière dans un lavoir, les aurores, les crépuscules, les hivers. Enfin, j'ai eu un rapport je dirais, aux belles choses gratuites. Les belles choses coûteuses, évidemment, ça n'était pas possible ou pensable. Mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage. On vivait dans une maison de 2 étages, 17 mètres carrés rez-de-chaussée, et puis 17 mètres carrés la chambre où nous dormions tous les 4 avec mon petit frère. Et l'art n'existait pas. Ça n'avait aucune raison d'exister. C'était du supplément d'âme. Il fallait manger. Il fallait vivre, il fallait survivre. Donc pas de vacances, pas d'hôtel, pas de restaurant, pas de cinéma, pas d'opéra, pas de livres. Et puis une espèce de suspicion à l'endroit de la culture tout de même. Il y avait cette idée que moi qui préférais lire plutôt que d'être dehors avec les copains jouer au foot, j'avais une sexualité douteuse. Oui, je vois à quoi vous faites allusion. C'est oui. le truc des PD, voilà. Le mot qu'on utilisait pour dire les choses, un peu à l'époque. C'est vrai que oui. Les intellos, c'était pas viril, quoi. Il n'y avait pas de virilité. Alors évidemment, ce sont des choses effacées. Bon, mon vieux papa ne l'a pas beaucoup dit, c'était plutôt ma mère, mais je me souviens que j'avais lu dans Le Rouge et le Noir, Julien Sorel qui est en train de lire sur le toit de la scierie paternelle, et à un moment donné, le père met une espèce de coup de main dans le livre en disant « Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ?» Mon père n'aurait jamais été comme ça. Mais ma mère estimait effectivement que la culture, à quoi bon, quoi. Et le premier souvenir, c'est dû au fait que ma mère a rapporté un vieux tourne-disque dont se séparaient ses patrons. Ils avaient acheté une chaîne stéréo, comme ça se faisait à cette époque-là. Et il y avait un vieux tourne-disque un peu cassé, mais qui fonctionnait tout de même, et quelques disques, dont Bach et Jésus que ma joie demeure. Et ça a été une émotion directe, pour le coup qui ne va pas tellement dans le sens de ce que je dis, puisque je dis qu'il faut être initié. Je n'étais pas initié, mais Bach procède d'une espèce d'extraterritorialité esthétique tout de même. J'ai une théorie là-dessus d'ailleurs. C'est l'homme qui touche directement
les rythmes physiques et physiologiques, les rythmes cardiaques, les rythmes de respiration. C'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas aimer Bach, sauf à fêterie particulière, mais je veux dire, on ne peut pas ne pas aimer. Et c'est le prince des musiciens en ce sens. Mais ça a été ce premier moment-là, il était musical. Il y a eu un autre moment, ma mère m'a collé dans un orphelinat quand j'avais 10 ans, et là c'était très violent, très brutal, très agressif. Quelques prêtres, enfin des prêtres dont quelques-uns étaient pédophiles, 120 au dortoir, 120 au réfectoire, une douche par semaine, du sport tous les jours, la saleté tout le temps, la crasse, etc. Et j'ai découvert la puissance de la littérature. Je ne savais pas que c'était la littérature, je n'utilise pas cette expression, on l'utilise beaucoup à France Culture, la littérature, etc., en nous expliquant ce que c'est. Et donc j'avais pris dans la bibliothèque de la pension, il y avait un peu tout et n'importe quoi, du Bob Moran, Anne Suin, Cronin, des gens qu'on ne lit plus vraiment beaucoup maintenant. Il y avait Le vieil homme et la mer, d'Hemingway. Et quand j'ai ouvert cet ouvrage, j'étais au milieu de la mer. Il y avait les embruns, ça sentait le poisson qu'on venait de pêcher, enfin tout le monde connaît plus ou moins l'histoire. J'ouvrais, je fermais, j'ouvrais, je fermais, et j'étais en plein milieu de la mer, ou alors j'étais en plein milieu de l'orphelinat, la mer, l'orphelinat, etc. Alors là, je connais les Freudiens, la mer, l'orphelinat... On comprend. Il faut dire que c'est tentant. Bah oui, c'est tentant. Oui. Et là, je me suis dit, mais c'est magique, vraiment, le livre. On rentre dans un livre comme on entre dans un monde. Et on entre dans un monde. Et il y a autant de monde que de livres, donc c'est formidable. Et puis je me commande un petit carnet à l'époque. On avait des fournitures et il fallait demander une règle parce que le professeur de mathématiques l'avait demandé. Il fallait demander un cahier parce que ceci, cela. J'avais demandé un petit carnet. Pour moi. Et on m'avait dit, mais pourquoi ? Qui a demandé ça ? Je dis, le prof d'anglais, je vais faire un répertoire, ce qui était évidemment faux. Et pour ça que je ne distingue pas entre yes et no aujourd'hui, que j'ai du mal avec les langues étrangères. Et j'ai écrit une histoire. Mon premier texte totalement publié, enfin totalement écrit, rédigé comme une fiction, je l'écris à ce moment-là quand j'ai 10 ans. Donc d'abord la musique, ensuite la littérature, et puis après cette espèce de culture que j'acquiers un peu comme le personnage de Sartre, l'autodidacte qui commence à A et qui finit à Z, quoi. Je vais commencer par Alain, je vais finir par Zola, et puis j'ai fait un peu ça avec tout, quoi, avec les quatuors, avec les opéras, avec la musique sérielle, avec la peinture, avec etc., etc. C'est comme ça que je suis rentré dans la théorie des arts, je dirais. Puis après, j'ai eu la chance de rencontrer des peintres, des musiciens, etc., qui sont devenus des amis. Alors vous avez parlé de la beauté rencontrée à l'état de nature, vous avez parlé de la musique, de la littérature, mais la première, puisque les raisons de l'art portent sur la peinture et la sculpture, les premières émotions que vous avez éprouvées dans ce domaine-là, est-ce que vous en avez le souvenir ? La première peinture devant laquelle vous vous êtes arrêté, ou la première sculpture ? Donc il n'y avait pas de ça à la maison, il n'y avait pas ça dans le village, il n'y avait pas ça dans des endroits où j'aurais pu aller puisque nous n'allions nulle part. Et c'est très tardif en fait. Si je réfléchis bien, donc, il y a eu des musées. J'ai perdu ma compagne d'un long cancer à une époque. Et nous allions une semaine quand on était profs tous les deux en vacances avec du train plus hôtel, ça coûtait pas très cher. Et on allait dans des capitales européennes et là pour le coup systématiquement on allait à Venise, à Florence, on allait en Espagne, enfin partout, à Copenhague, mais sur des traces de philosophes. J'allais sur les traces de Kierkegaard par exemple à Copenhague, sur les traces de Lucrèce à Rome. Et là pour le coup je me fabrique, oui d'une certaine manière je me fabrique un regard en regardant. Et c'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc avec des engouements un peu faciles. Pour des peintures faciles, c'est plus facile d'avoir un engouement pour Vermeer par exemple que pour Kandinsky. Mais il y a un moment donné où on y arrive, on y parvient, tout ça finit par prendre forme. C'est une espèce de puzzle, on agence des petits morceaux, il y a des petites parties qui font sens, puis à un moment donné on a un recul et on se dit ouais je commence à voir un peu comment ça fonctionne. Ça ce sont donc une éducation que nous faisons Marie-Claude et moi en allant dans les musées. Et puis après, vers 27-8 ans, je crois, j'étais avec des amis qui m'invitaient chez Jacques Pasquier, que personne ne connaît, mais qui est un grand peintre, toujours vivant, qui vit à Caen. Et ils avaient une peinture que je trouvais formidable. Je dis, mais qui a peint cette peinture ? On me dit, mais c'est Jacques Pasquier, tu connais pas ? Ben non, je connais pas. Ben, on peut te le faire rencontrer, etc. Et là, j'ai rencontré Jacques, qui avait à l'époque un compagnon qu'il a perdu, hélas, très tôt, mais qui étaient deux hommes extraordinaires. Et là, j'ai vu ce qu'était la vie d'artiste, ce qu'était un travail d'artiste, ce qu'était un atelier, l'odeur de la peinture, le repentir, le travail qu'on peut faire, puis même la matérialité, c'est-à-dire le bruit de la toile qu'on tire comme ça, parce qu'il y en a une cinquantaine les unes à côté des autres, c'est une espèce de bruit particulier, la toile qui vibre, la matière qui est là, la différence entre une peinture, une acrylique par exemple. Et ça a été une rencontre physique très importante.
Et j'ai écrit mon premier livre vraiment consacré à l'esthétique, qui s'appelle L'œil nomade, qui est dans ce livre-là, repris par notre ami Jean-Luc Barré, l'éditeur de bouquins à la fond. Et ça a été le premier véritable contact que j'ai pu avoir avec un artiste en chair et en os, je dirais. Et vous parvenez encore aujourd'hui à maintenir ce lien avec la peinture. Une partie de la réponse est dans votre bibliographie. Vous avez beaucoup écrit, en fait, sur l'esthétique, des articles ou des livres. Mais au milieu de toutes vos activités, vous parvenez à ce que ce lien ne se distende pas? Ah oui, c'est ce à quoi je tiens le plus. Je ne suis pas l'homme politique auquel on m'a réduit. Enfin, ça ne m'intéresse pas, ça me fatigue même un peu. C'est une caricature de moi. Et puis il y a une caricature de moi dans les médias aussi. C'est pas vraiment ça non plus. Il y a un Michel Onfray qui est là, celui des médias, et certains qui le détestent ont bien raison de le détester, parce qu'il m'arrive de le détester aussi. Ah. Et donc je me dis, moi je sais quels sont mes territoires véritables. J'ai écrit une douzaine de recueils de poésie, personne n'en parle jamais, très peu le savent. Et pourtant ils sont remarquables, je vous le dis franchement. Moi je l'ai lu. C'est gentil, merci. Mais je suis pas sûr de moi d'ailleurs sur ce terrain-là. Donc, non, je sais, c'est touchant, vous me l'avez dit dans d'autres circonstances. Non, je trouve que vous êtes un excellent poète, mais effectivement peut-être que, je ne sais pas si c'est la situation française qui l'explique, mais on a du mal à être à la fois un intervenant politique, un intervenant médiatique et un poète. On a l'impression que c'est une activité un peu secondaire, une sorte de... Vous taquinez la muse de temps en temps, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Oui, mais ça, ce sont les médias français. Ils ont une idée de moi, et il faut absolument que ça rentre là-dedans. Donc, depuis un certain temps, je suis devenu un type d'extrême droite, fasciste, qui est passé du côté obscur de la force, etc., antisémite et tout. Donc, je suis quand même Marcel Déat ou Doriot, je ne sais plus, selon Bernard-Henri Lévy. Enfin. Et donc, si quelque chose n'entre pas là-dedans, alors on n'en parle pas. 20 livres, une vingtaine de livres réunis dans ce volume-là, on n'en parle pas. Ce texte-là, on n'en parle pas. 12 volumes de poésie, on n'en parle pas non plus. Une quinzaine de portraits de peintres qui sont des amis. J'étais encore la semaine dernière chez Robert Combas. On a parlé peinture, il travaille sur des sujets, on en discute. Il me fait l'amitié de me dire que je lui donne des idées sur des choses qui... enfin bon, je ne vais pas donner de détails, mais il a fait une espèce de diptyque. On a parlé d'un triptyque de 3 personnages. C'est un vrai bonheur, parce que vraiment Robert est un chaman. C'est quelqu'un qui est en prise directe avec le réel. Et donc, j'ai ces relations avec ces artistes. J'en ai fait venir une dizaine quand j'habitais à Argentan, à l'époque de Marie-Claude, et ils exposaient tous les ans, et je faisais un livre par an pour qu'ils viennent, parce que quand on s'appelle Garouste, il n'y a aucune raison qu'on vienne exposer gratuitement dans une sous-préfecture de l'Orne. Et donc, tous ces livres-là, personne n'en a jamais parlé. Sur Garouste, sur Adami, sur Ernest Pignon-Ernest, sur d'autres qui sont Velikovic, qui est décédé hélas récemment, sur Gilles Ayot, enfin, plein d'artistes que j'ai aimés, que j'aime toujours, même peut-être même plus ceux qui sont morts, parce qu'il faut être fidèle à ceux-là. Et ce sont des gens qui m'ont fait faire des livres dont personne n'a jamais parlé. Ça ne correspond pas on ferait polémiste, comme on dit. Et parfois on dit vous êtes polémiste, je laisse dire, mais on ne dit jamais Bernard-Henri Lévy polémiste. Jamais. Or, il l'est tout autant que moi, si l'on veut. S'il ne l'est pas, je ne le suis pas. Mais si je le suis, il l'est aussi. Mais moi, je suis présenté comme un polémiste. Donc il y a un cadre, et on dit, voilà, tout ce qui rentre dans l'aspect polémique. Vous n'avez pas parlé du titre de mon livre sur Macron, mais... Non, ça s'appelle Foutriquet. Donc, voilà. Je pense que ça annonce un peu le programme. Pour ceux qui pensent que je suis polémiste, il y aura matière. Ils diront, on ferait Foutriquet quand même. Bon. Oui. Vous êtes aussi polémiste, disons. On ne peut pas non plus gommer cet aspect-là de votre nature. Ils n'auront pas tort. De votre travail. Alors, réparons en partie cette injustice, ou en tout cas ce déséquilibre. Je le disais en préambule. Vous faites justice d'une idée reçue selon laquelle les artistes seraient en quête du beau. Là, je parle des raisons de l'art, alors que leurs préoccupations sont à la fois autres et changeantes au fil du temps. Alors, je prends juste les premiers exemples. Pour la statuaire grecque, vous dites qu'il s'agit non pas de faire de la beauté, mais de conjurer la mort. Pour la statuaire romaine, non plus de faire œuvre de beauté, mais d'apprendre à accepter son destin. Pour l'art chrétien, c'est édifier le regardeur. Et plus tard, pour l'abstraction, je fais un saut dans le temps, c'est la priorité à l'énergie, à l'expression d'une énergie. Alors, selon moi, vous abordez un point très délicat en prenant ce fil rouge, parce que la plupart des gens dans des musées ne sont absolument pas conscients de ça. Ils vont être sensibles à une émotion esthétique immédiate. Je trouve ça beau ou je trouve ça laid. Est-ce que ça veut dire qu'en réalité, la plupart des visiteurs d'un musée, selon vous, regardent une œuvre sans véritablement la voir ni la comprendre ?
Oui, alors ça c'est terrible. Moi je ne vais plus dans les musées, ça m'insupporte de devoir supporter, de subir. L'autre jour on a fait des photos, on a fait un livre tous les deux qui va paraître bientôt, et on s'est fait photographier devant une toile de Delacroix. Et on a eu la chance d'être dans le Louvre devant la Joconde avec personne, quoi. On était 2 ou 3, et voilà. Et là j'ai fait ça aussi en Espagne où j'avais commenté une toile de Jérôme Bosch, et c'était Escurial, je crois, enfin c'était la nuit. Et là, il y a ce qu'on appelle l'aura, enfin ce que Walter Benjamin appelle l'aura, quelque chose. Je suis toujours athée, je ne crois toujours pas en Dieu, mais c'est presque une vibration de l'œuvre, de la présence de l'œuvre. Et donc, on se retrouve devant des œuvres, mais il y a 50 personnes qui sont là, qui font du bruit, qui font des photos, qui font des selfies. C'est moi et la Joconde, c'est moi et Rembrandt, c'est moi et Benvenuto Cellini. Et on a envie de dire, et peut-être la Joconde toute seule, ça vous dirait pas, juste 2 secondes que... C'est une possibilité. Les gens avec les selfies, les perches, etc. J'ai vu l'autre fois la fontaine de Trévi, mais j'ai dit, on tourne un film, il y avait une jeune fille avec une perche, elle faisait une grimace par photo. Et c'était comme ça en permanence. Je me dis, mais il y a un film, pas du tout. Et on a envie de dire, mais je voudrais voir la fontaine de Trévi sans vous, mademoiselle. Vous êtes charmante, vous êtes très belle, mais juste sans vous, quoi. Et puis, mettez-vous de ce côté-là, c'est pas vous et la fontaine de Trévi, c'est la fontaine de Trévi, et éventuellement vous devant, et regardez-la. Et arrêtez de croire que si vous avez les cheveux un peu plus ceci, un peu moins cela, un sourire comme ceci, c'est assez terrible. Donc, le pire, c'est quand on écoute les commentaires. Ah oui. Oh là là, oui. Alors déjà y aller, rencontrer ces gens et écouter ce qui se trouve dit. Bon, ça va quand c'est des Chinois, des Coréens, des Ukrainiens ou des Russes, on peut tolérer parce qu'on ne comprend pas. Mais sinon, alors les gens peuvent dire après, on a fait le Louvre. Ah, ils ont fait. Normalement, c'est le Louvre qui vous fait, mais ce sont des gens qui font le Louvre. Ils ont fait le Louvre. Parce que l'an dernier, ils ont fait éventuellement un autre grand musée, puis ils ont fait Paris, puis ils ont fait les pyramides. C'est quand même déjà tellement une immodestie. On est fait par une œuvre. C'est pas nous qui faisons l'œuvre, même si Duchamp pourrait dire très exactement le contraire. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement de dire, moi j'ai été 20 ans prof dans un lycée technologique, donc avec des élèves qui n'étaient pas faits pour être des philosophes à proprement parler. On voulait qu'ils soient secrétaires, dactylos, vendeurs de voitures ou commerciaux ou autres. Et je leur montrais toujours deux peintures côte à côte, un portrait de Louis XIV, et que tout le monde connaît, c'était jadis dans les bons points, quand les bons points existaient, et puis la fameuse fontaine de Duchamp. Et je leur disais alors, racontez-moi. Ah bah ça c'est de la peinture quand même, parce que bon voilà, on reconnaît Louis XIV, puis à côté il faut quand même pas se foutre du monde, quoi. C'est des chiottes, c'est quand même... Bon. Alors je leur disais, vous croyez comprendre ce portrait de Louis XIV, mais est-ce que vous êtes capable de m'expliquer pourquoi il a un talon rouge ? Pourquoi il est sur une marche, sur des escaliers avec 3 marches, et pas 2, et pas 4 ? Pourquoi il a une hermine ? Pourquoi, etc., etc. Évidemment, ils ne savaient pas à chaque fois. Et quand j'explique le talon rouge, pourquoi les sénateurs romains... Comme vous le faites d'ailleurs dans le livre, puisque vous faites un sort très particulier à ce tableau. Oui. Et donc, il me disait, ah ben oui, on croyait la comprendre, mais on ne la comprend pas, finalement. Sur les 3 ordres, le clergé, noblesse, tiers état, etc., mais en même temps, la trifonctionnalité, voilà pourquoi il est au sommet d'un petit escalier avec 3 marches. Pourquoi l'hermine ? Parce que Pline nous dit que quand cet animal est tombé dans un trou, il préfère mourir plutôt que de se sauver et de se salir. Et donc, c'est le symbole de la pureté, etc., etc. Et à chaque fois, je leur dis, vous avez vu, il n'y a pas une couleur, il n'y a pas une texture, il n'y a pas une matière, il n'y a pas un objet qui ne fasse sens. Donc si vous ignorez les sens, il n'y a aucun problème. Vous pouvez admirer le portrait de Louis XIV en disant « il est ressemblant, il est beau ». Mais Duchamp, il a aussi des choses à vous dire avec cette pissotière. N'imaginez pas qu'il n'y ait pas un discours derrière tout ça. Et puis je leur donnais l'explication. Bon, je la donne ici, mais cette idée qu'à un moment donné, il y a un type qui arrive, il invente un procédé, il dit « clac, clac », la photo est faite. Et je peux vous représenter les choses fidèlement. Le peintre ne peut plus peindre comme avant. Ingres ne peut plus. Enfin si, lui, il continue. Mais je veux dire que normalement, quelqu'un qui peignait comme Ingres ne peut plus. Il faut faire autre chose. Ce que la peinture fait mieux, ce que la photographie fait mieux que la peinture, il faut le laisser à la photographie. Et il y a des gens qui disent, on va faire autre chose. Nous, on va peindre la lumière et les effets de la lumière, etc. Ce qu'on appelle les impressionnistes ensuite. Voilà pourquoi Monet peint un nombre incalculable. Enfin, il y a un nombre calculé, on les connaît, mais je veux dire de peinture avec les effets de la lumière sur la façade de la cathédrale de Rouen. Donc il peint la lumière.
Et il peint la lumière dans les effets qu'elle produit sur des surfaces, sur des meules par exemple, de foin comme disent les journalistes, parce qu'ils ont l'impression qu'on pourrait avoir des meules de papier ou des je sais pas quoi, mais enfin ils disent des meules de foin, bon donc des meules de foin. Et puis on se dit mais l'intérêt c'est pas la meule de foin, c'est pas la cathédrale, c'est l'effet de la lumière, c'est l'impression. D'où l'impressionnisme. Il y a un type qui dit c'est impressionnistes, c'est d'abord pour se moquer des gens. C'est péjoratif, puis voilà. Puis à un moment donné où on dit oui, je vois bien la meule, et puis à un moment donné on dit mais on peut faire une peinture de meule sans meule. Et puis ce qu'on voit sur la meule de Monet par exemple, on voit jamais de violet comme ça. Moi j'en ai vu dans mon enfance, des verts, des violets, des roses, des oranges, des orangés, ça n'existe pas. Sur une meule. Mais les effets de la lumière, oui. Donc on met de côté l'objet peint et on peint la lumière. Puis à un moment donné, on ne peint plus que la lumière. Puis à un moment donné, on peint l'abstraction. Puis à un moment donné, on abstrait l'abstraction. Donc on arrive au conceptuel. Puis à un moment donné, etc., etc. Et quand on fait une histoire dans le temps, c'est bref, hein, c'est vraiment un siècle, ça va très vite, ça accélère là. On peut expliquer la fameuse fontaine de Duchamp. Et il me dit, ouais, mais moi je pourrais faire pareil. Je dis, ouais, mais vous ne l'avez d'abord pas fait. Ensuite, il y a un siècle. Et puis, il faut que, bien sûr, ce soit le prescripteur qui puisse produire ce genre d'effet. Soyez prescripteur, et bien sûr que vous pourriez le devenir. Mais c'est plus compliqué que ça. Comment le devient-on, prescripteur? Et là, j'explique le rôle des galeries, de l'argent, des marchands, comme je l'explique pour les commandes avec une peinture de Carpaccio ou de Véronèse, par exemple. Le rôle des papes, le rôle des empereurs, le rôle des évêques, le rôle des prélats, le rôle des riches, le rôle de la bourgeoisie à un moment donné, puis aujourd'hui le rôle des traders, des crétins richissimes, ou des oligarques, qu'ils soient chinois, qu'ils soient russes, qu'ils soient ukrainiens ou je ne sais quoi, et qui, ayant tellement d'argent, achètent des choses chères, parce qu'ils sont totalement incultes, et donc fabriquent le marché aussi, en ce sens, et privent d'autres qui aimeraient l'art d'accéder à des œuvres qui sont inatteignables, parce que trop coûteuses. Et quand j'expliquais ça à mes élèves, ils disaient « Ah, mais bon sang, c'est bien sûr ». Donc quand on dit beau, pas beau, on se trompe. C'est peu de temps dans l'histoire de l'art que la question de la beauté fait sens vraiment, même s'il y a Platon, la beauté, etc. Mais je veux dire qu'il y a un philosophe qui s'appelle Baumgarten au XVIIIe siècle qui fait une esthétique et qui le présente comme une science du beau. Une science du beau, il faut le faire. La science, normalement, elle est irréfutable. Quant au beau, il est difficile à définir. Enfin, donc il y a un court moment où, effectivement, la philosophie pense que l'essentiel en matière d'art, c'est la beauté. Puis un moment où tout ça explose, avec quelqu'un comme Nietzsche, par exemple. Hein. C'est-à-dire, en gros, même pas un demi-siècle, un court demi-siècle. Sinon, effectivement, en amont, un artiste ne veut pas faire des belles choses, mais faire des choses qui fassent sens. Je ne crois pas que l'homme préhistorique, par exemple, quand il s'est trouvé en train de peindre, enfin, en train de dessiner, par exemple, un mammouth, ait dit, avec 3 pas de recul, il est beau mon mammouth, et puis en refaisant un petit truc, on dit... Vous faites très bien l'homme préhistorique, mais je vais revenir à ce cas très particulier, mais je reviens un tout petit peu en arrière. Laissons de côté l'égocentrisme des selfies, laissons de côté le tourisme de masse, là il n'y a pas grand-chose à faire, mais comment vous expliquez si la préoccupation du beau a été une préoccupation très éphémère, en tout cas historiquement très datée, comment vous expliquez que ce critère ait l'air de dominer quand même parmi les visiteurs de musées et autres en fait, quand vous demandez à quelqu'un est-ce que tu aimes cette œuvre, il répond oui. Pourquoi? Parce que je trouve ça beau. Il n'y a pas le discours historique derrière, il n'y a pas les talons rouges de Louis XIV ou tout le discours que Duchamp a développé autour de son urinoir. Comment vous expliquez que ce discours ne l'emporte pas sur un discours esthétique de base? Parce que la bourgeoisie a créé ce concept de beau et que cette beauté pouvait la réjouir. Quelque chose qui était beau pouvait être installé dans son salon. Donc on était riche, on avait un salon, on invitait des gens à manger, on avait des belles assiettes, des beaux couverts, des verres magnifiques, des vins fins, des cuisines. Et puis au mur, on avait des œuvres. Mais pas l'origine du monde de Courbet. C'est difficile quand on invite, quand on invite la bourgeoisie locale de dire. Faut bien choisir les invités. Mon beau tableau, quoi. Donc pendant très longtemps, ça a été une propriété de Lacan. Pendant très longtemps, il y avait une peinture devant cette peinture. Et on faisait coulisser en fonction des individus. Même chez Lacan. Oui. Bah, c'était l'intérêt en même temps. Et donc, la bourgeoisie décide que ce qui est beau, c'est ce qui est ressemblant. Vous l'avez bien reconnu, non pas mon origine du monde, mais ma nature morte, l'objet que je présente. Les chiens, si on a des gens qui sont des chasseurs ou ce genre de choses, ma scène de chasse ou ma scène mythologique ou ce genre de choses, on montre sa puissance. Comme aujourd'hui, si vous montrez un Basquiat, par exemple, chez vous, ou un Jeff Koons, c'est que vous montrez votre pouvoir d'achat, donc votre puissance. Là, c'est exactement la même chose. Et là, les choses les plus faciles à comprendre, c'est la ressemblance.
Quand la peinture ressemble à ce qu'elle figure, alors là c'est formidable, c'est beau. Il y a une anecdote très célèbre chez les Grecs, c'est Zeuxis qui peint des grains de raisin. Il y a un concours, il peint des grains de raisin, et à un moment donné, il y a un oiseau qui vient picorer le grain de raisin. Et puis en fait, il se fait avoir, puisque évidemment c'est une peinture. On dit, oh, Zeuxis, formidable. Et celui qui concourt avec lui, on lui dit, vous, tirez le rideau, qu'on voit quelle est votre œuvre. Et il dit, vous avez vu, Zeuxis, il a abusé des oiseaux. Moi, j'ai abusé des humains, parce qu'il n'y a pas de rideau. Le rideau, c'est ma peinture. Et donc, la figuration la plus exacte du réel, voilà ce qui paraissait beau à l'époque. Et pendant très longtemps, la bourgeoisie estime que c'est ça. Plus c'est ressemblant, mieux c'est. Simplement, on ne va pas mettre une photo chez soi. Donc, il faut l'artisan, le type habile, puis le type qui prend de l'argent. Il faut qu'on sache que c'est une peinture de, je ne sais pas, tel ou tel, qui prend beaucoup d'argent. Et donc, comme il fabrique le beau, et qu'il fabrique le beau, le goût, et qu'il fabrique le beau en ce sens, pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui, je dirais, des gens estiment que ça c'est beau ou alors c'est pas beau. J'ai cherché une maison il y a quelques temps, et alors vous dites combien vous avez d'argent, ce que vous cherchez, où vous cherchez, etc. Et vous rentrez dans l'intimité des gens. Les gens montrent leur maison. Et on se dit, mais ils font comment pour décorer ça comme ça? Mais c'est d'une laideur. C'est incroyable, les meubles, les trucs accrochés au mur, etc. On se dit, mais les peintures qui sont accrochées au mur, on se dit, mais rien, ne mettez rien, c'est mieux, quoi. On se dit, mais comment se fait-il que dans la France qui fut ce qu'elle fut, le mauvais goût a à ce point triomphé que des gens présentent leurs intérieurs parce qu'ils sont fiers de ça, avec des posters de Magritte, par exemple, encadrés dans les trucs, des cadres Ikea, et en estimant que c'est... On se dit que ça veut dire qu'on n'a plus de goût parce qu'il faut éduquer au goût. Si on n'éduque pas au goût, on a du dégoût, je dirais presque d'une certaine manière. Et comme plus personne n'éduque au goût, moi ce que j'ai souhaité faire, c'est de dire, regardez ce qu'a été le jugement de goût au travers des siècles, et voyez qu'à chaque fois, derrière une œuvre, il y a un discours qui est tenu. Quand on a aujourd'hui le bouquet de tulipes de Jeff Koons, par exemple, pour pouvoir justifier que ça puisse être payé par l'argent du contribuable, comme ça que fonctionne Anne Hidalgo, et que ça puisse être installé en disant, on dit mais c'est une œuvre qui célèbre les victimes des actes terroristes. Bah non, pas du tout. Je veux dire, quand on a bien regardé le bras, le poing, les roses, les fleurs des roses, ça ressemble à un trou de balle, ça ressemble pas à une rose, le truc. Oui. Et puis quand vous regardez la totalité des tulipes, si vous aimez un peu les tulipes, une tulipe jaune, une tulipe verte, une tulipe rouge, elle a une queue verte. Ah ben là, comme par hasard, la tulipe rouge, elle a une queue rouge, la tulipe verte, elle a une... Et ça fait quoi? L'arc-en-ciel LGBT, tenu par le fist-fucking d'un point qui tient le drapeau arc-en-ciel, et on vous dit, vous avez vu le bouquet de rectum que nous vous proposons. Donc évidemment, si vous n'avez pas le décodeur, ça veut dire, oh, quelle belle œuvre, Jeff Koons, puis en plus de ça, la tulipe manquante pour signifier le personnage décédé dans des attentats, c'est quand même une œuvre fantastique, quoi. Et paf, on paye. Ah oui. Et puis on passe devant un bouquet de rectum. Non seulement on paye, mais il faut le voir tous les jours. On le supporte tous les jours, pour les Parisiens en tout cas. Bah oui. Alors après, c'est le plug anal, après c'est le vagin de la reine, après on va revenir là-dessus parce que là, vous avez bondi à la fin. Moi, je reviens au tout début et à l'art préhistorique parce que, selon moi, c'est un cas limite très intéressant. Voilà ce que vous écrivez. Quoi qu'il en soit, cet art, l'art préhistorique, n'est crédité d'aucune relation avec la beauté. Si cet art est beau, ce n'est pas parce que les peintres ou les sculpteurs d'os ont voulu la beauté, mais un sens qui nous échappe et qu'ils ont laissé des traces sacrées pour eux, que nous jugeons belles. Le beau arrive a posteriori, il ne le fut pas a priori. Mais alors là, on tombe sur un paradoxe parce que quand on regarde, moi j'ai pas eu la chance d'aller dans les grottes originales, mais enfin votre livre d'ailleurs qui est très beau, puisqu'on parle de beauté, très, très joliment illustré, propose quelques peintures préhistoriques. On est frappé par la beauté, ce sont objectivement des œuvres belles, mais le sens profond qu'elles avaient nous échappe presque totalement. Est-ce que c'est pas un paradoxe, puisque là il n'y a plus que la beauté et plus du tout le sens? Comment se fait-il que nous soyons encore quand même sensibles à la dimension esthétique? Il y a plein d'œuvres dont nous avons perdu les codes. Parce que, pas seulement l'art préhistorique, mais Assur, Sumer, Babylone, même l'Égypte. On ne sait pas trop comment tout ça fonctionne. Pourquoi est-ce que les personnages sont dans cette posture tellement peu anatomique, où on a le visage d'un côté, le torse de l'autre, le bassin de l'autre, et puis les jambes d'un autre côté? Si on essaie comme ça, il y a une espèce de se mettre comme ça, il y a une torsion du corps, c'est pas possible. Pourquoi font-ils ça? Et comment le font-ils? Il y avait probablement des explications. On ne les a pas. On ne les aura probablement plus. Sur l'homme préhistorique, c'est sûr qu'on ne saura pas. Mais moi, j'ai eu la chance, effectivement, de visiter et Lascaux et la grotte Chauvet, les vraies grottes. Donc, ce sont des grands moments d'émotion. Et il y a un moment donné où, à Chauvet, on passe devant... Alors,
enfin, je ne vais pas raconter Chauvet, mais il y a un moment donné où, à 50 cm de mon visage, il y avait ce mammouth dessiné, vraiment 15-20 cm comme ça, dessiné. Alors il suffisait que je passe ma main comme ça, il n'y a plus rien. Il y a un truc terrible quand on est... Et alors juste au pied, alors on passait sur des passerelles pour éviter de salir, de contaminer le sol. Et juste au pied de ce mur, le personnage qui avait travaillé avec un morceau de bois qui avait pris feu, avec un charbon, évidemment, il avait dessiné son truc et des particules étaient tombées. Et il y avait un petit tas de ces particules de poudre juste au pied. Il y avait une émotion incroyable. On voit ses œuvres. Puis après, on voit des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ces animaux et pas d'autres? Pourquoi il n'y a pas de végétation, par exemple, dans l'art préhistorique? Pourquoi il n'y a pas de serpents, alors qu'il y avait de la végétation et des serpents? Pourquoi il n'y a pratiquement pas, il n'y a pas de poissons, par exemple? On se dit, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on découvre tardivement Lascaux, au XXe siècle, et que chaque personnage qui commente Lascaux projette ses propres obsessions. L'abbé Breuil est un curé, donc il commence à avoir une espèce de sacré pré-chrétien, etc. Georges Bataille, obsédé par la transgression, par le sexe, par le sang, par la mort, etc., voit un personnage qui est tué, en même temps il est en érection, il est en train de tomber, etc. Formidable, et Bataille écrit ces trucs, etc. Les structuralistes qui nous disent « Ah, mais attention, ce qui importe, c'est pas ce qu'on voit, c'est les relations entre ce qu'on voit. Donc ici, il y a des vulves, ici, il y a des phallus, on n'est pas très sûr que c'en soit. Mais enfin, donc il y a du masculin, il y a du féminin, et puis dans ce côté, il y a tel animal, donc le cheval est de ce côté, et puis le bison est de l'autre. » Ça marche pas du tout. Et puis, les thèses qui marchent aujourd'hui, ce sont plutôt les thèses chamaniques. Du genre, ils ont bu des boissons hallucinogènes ou fumé des choses, et puis en même temps, ils ont raconté des univers qui leur permettent de pénétrer dans un monde qui est celui de l'animalité, mais de la sauvagerie et de la chasse. Donc on dit, c'est parce qu'ils ont fixé sur le mur qu'ils ont pu d'autant plus facilement fixer quand ils auront chassé, etc. Aucune preuve là-dessus non plus. Il y a une dame qui travaille sur des hypothèses astrophysiques extrêmement intéressantes, mais comme les profs de sport à l'origine, tout le monde estime qu'elle n'est pas sérieuse. Mais elle dit ce sont des cartes du ciel, et des cartes du ciel la nuit, et toutes les grottes sont orientées exactement dans le même sens. Et évidemment, le ciel n'était pas le même à cette époque qu'aujourd'hui. Et elle dit si nous reconstituons les ciels de l'époque, nous pouvons voir qu'il y a des constellations, et que ces constellations sont là, de sorte que les philosophes ou les chamans, les prêtres, enfin les gens du sacré, pouvaient dire oui, ici on va vers telle saison, donc il va falloir récolter, il va falloir semer, il va falloir faire telles activités, enfin voilà. Et il y avait la puissance qui... Bon. Pour l'heure, on ne fait qu'ajouter des hypothèses aux hypothèses et on n'aura jamais aucune certitude là-dessus. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils ont voulu faire des belles choses, des belles représentations. Ils ont voulu produire du sens. C'est la même chose avec des œuvres d'art conceptuelles. Si on n'a pas le mode d'emploi, on ne comprend pas. Et comme on est dans une civilisation où on n'explique plus, on n'a plus le sens de l'éducation populaire, on n'explique plus non plus à l'école, comment peut-on savoir? Donc il faudrait pouvoir... Ce que je fais par exemple avec la sculpture grecque, quand les crétins wokistes là, aux États-Unis nous disent « Ah, ces statues, elles sont blanches ». Ils sont tellement incultes qu'il faudrait au moins leur faire savoir que ces statues sont blanches parce qu'elles ont perdu leur couleur. Et qu'à l'époque, elles étaient polychromes. C'est-à-dire que quand on va dans des musées aujourd'hui et qu'on voit des peintures, qu'elles soient grecques ou qu'elles soient romaines, on les voit évidemment toutes blanches, sauf de temps en temps, il reste un petit peu de trucs, on se dit il y a eu quelque chose, parce que le pigment rouge a tenu mieux le coup que d'autres pigments. Mais il faut imaginer ces sculptures, alors évidemment, on dit mais elles sont en marbre. Non, parce que c'est pas le marbre qu'on a voulu voir, c'est la meilleure pierre pour restituer le chromatisme. Et donc, il y avait une espèce de fidélité incroyable. Il faut imaginer les marbres grecs de Praxitèle, par exemple, où on dit regardez ce corps de garçon magnifique, ce corps de femme magnifique. Ben, on a tous le corps qu'on a et on sait bien que ce corps-là, on ne l'a pas longtemps dans la vie. On l'a quand on est adolescent et ça ne dure pas longtemps. Et donc, si on a la pupille, enfin l'iris bleu, si on a les cheveux blonds, si on a une carnation, etc., on se dit, on est en présence de la beauté pure, d'une certaine manière. La beauté pure, pour le coup, c'est quoi? C'est le temps fixé, le temps arrêté. Le temps passe, nous ressemblons à ce que nous sommes. On perd des cheveux, on prend du ventre, on a des rides, etc. Mais là, les Grecs disent non, ce qui importe, c'est l'éternité. Les Romains, eux, disent très exactement l'inverse. Moi, j'adore les Romains, j'ai été biberonné. D'ailleurs, les reproductions parlent d'elles-mêmes, hein, oui. Vraiment. C'est
des corps d'Éphèbe, et puis de l'autre, c'est des hommes faits, mûrs, Ouais. marqués par le temps. Bon, j'ai choisi aussi ce qui Oui, mais enfin, ça parle. Mais Ça quand parle, même, oui. ouais. Et moi, on m'a toujours dit, bon, les Romains, ils font des aqueducs, ils font la guerre, c'est des paysans un peu rustres. Bon, bah, ils sont bons pour le droit, ils sont bons pour l'architecture, mais pour le reste, bon, la philosophie, c'est pareil. Ils n'ont pas réussi à créer des concepts. J'ai dit, mais vous les prenez pour des cons. Ils n'ont pas voulu être grecs. Ils n'avaient pas envie d'aller se faire voir chez les Grecs, c'était pas du tout leur désir à eux. Ils avaient juste envie de produire une philosophie efficace. Donc ils disent, mais nous, on ne va pas vous faire des théories. On ne trouve pas l'équivalent de la métaphysique d'Aristote, des Énéades de Plotin ou du Parménide de Platon chez les Grecs, chez les Romains. Non pas qu'ils en étaient incapables, mais parce que ça ne les intéressait pas du tout. Eux, ce qui les intéressait, c'était le réel. Tu vas mourir. Comment envisages-tu les temps qui te restent à vivre, etc. Tu as 63 ans, tu es un vieillard, tu devrais être parti depuis 20 ans, etc. Chez les Romains, c'est vraiment une pensée très pratique, très concrète. Eh bien, la sculpture, c'est exactement la même chose. Elle est comme chez les Grecs, c'est-à-dire polychrome, mais en même temps, quand on figure, par exemple, Cicéron, ça veut dire petit pois, enfin pois chiche, parce qu'il avait un petit pois là, eh bien, on le représente tel qu'il est. C'est-à-dire avec un visage épais, avec sa calvitie, avec les rides, et on imagine ce visage peint, on est vraiment en présence de Cicéron, quoi. C'est-à-dire que les Grecs veulent nous dire, regardez ce qu'on pourrait appeler la beauté, hein, on a dit comment il fallait utiliser ce mot-là, mais chez nous, c'est l'art d'arrêter un temps pour en faire l'éternité et pour nous montrer, tel qu'en nous, l'éternité ne nous changerait pas, pour le coup, mais ce que nous fûmes quand nous avons été jeunes garçons ou jeunes filles, alors que les Romains nous disent, non, regarde ce que l'on est, etc. Donc à chaque fois, c'est pas un sens caché, mais c'est comme ça que ça se passe, quoi. Quand la bourgeoisie commence à se peindre avec Van Eyck, avec la peinture flamande, par exemple, elle est là en train de dire, bah, nous, on a de l'argent. Donc il faut qu'on voit qu'il y a de l'argent. On a des tapis, les tapis, ça coûte cher, ça vient de loin. Et j'adore aussi les tapis, d'ailleurs, parce qu'on dit plein de choses avec les tapis, mais on voit des tapis, et on se dit, tiens, oui, il y a un tapis sur une table. Ouais, mais attention, s'il y a ce tapis, il y a ce motif signifie tel type de choses. On voit le bourgeois avec sa bourgeoise, et puis c'est une façon de dire, vous avez vu, on a un miroir, il faut peindre la vanité en même temps, on dit ouais, vous avez beaucoup d'argent, mais attention, vous allez mourir, ça n'empêchera pas, etc. À chaque fois, ce sont aussi des leçons. C'est-à-dire que la bourgeoisie dit montrez-nous comme on est beau, là, faites voir ça. Et l'artiste qui se fait payer, souvent humilié, Vermeer, il n'a pas beaucoup d'argent, on dit qu'il donnait de temps en temps des toiles pour payer son pain, il faut dire. Et donc, de temps en temps, il se moque en mettant des vanités dans les peintures. Et si on n'explique pas ce qu'est une vanité, on ne verra pas. On dit, oh là là, il y a une jolie vanité, c'est très joli, etc. Et c'est en lisant Claudel, je crois que c'est L'œil écoute, que j'ai appris à découvrir ce que c'était qu'une vanité. On se dit, bah oui, il y a un joli couteau ici. Là. Oui, mais regardez, le couteau, il est posé sur le bord. Il est en déséquilibre, comme votre vie. On dit, il y a une mouche là, juste dans un coin. Ah oui, bah c'est la mouche, la fameuse mouche qui viendra sur votre cadavre quand vous n'y serez plus, etc. Vous avez vu ces tulipes là, puis d'un seul coup, paf, juste un pétale. Les tulipes, ça coûtait horriblement cher à l'époque. Il y a une spéculation sur les tulipes en Hollande, c'était coté en bourse, ça coûtait horriblement cher. L'équivalent d'une villa ici, là, à Nice, hein, un bulbe. Ça coûtait horriblement cher. Et donc, quand des gens disaient peignez-moi devant une tulipe, c'était juste pour montrer la puissance. C'est l'oligarque qui dit peignez-moi devant ma Ferrari, quoi. Et ma femme ukrainienne. Et donc, non, je plaisante, s'il y a des Ukrainiennes et des propriétaires de Ferrari, c'est juste une plaisanterie. Mais donc, le peintre dit des choses aussi pour se moquer de son commanditaire. Daniel Arras avait fait un très beau livre qui s'appelait Le Détail, et qui nous apprenait à regarder justement le petit truc dans un coin. Pourquoi il y a ce petit trou dans une feuille? Pourquoi est-ce qu'il y a cette mouche dans un coin? Pourquoi est-ce qu'il y a ce couteau qui est prêt à tomber? Pourquoi est-ce que le citron est pelé? Pourquoi, etc. Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a des tavelures sur la pomme? Et si on entre dans la peinture, alors c'est un monde formidable. Mais votre livre est organisé de manière chronologique. Est-ce que néanmoins, il y a des périodes ou des formes d'art qui ont votre préférence? Est-ce que ça aurait pu être organisé de manière hiérarchique aussi? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous adhérez plus spontanément? Et est-ce que c'est uniquement sur l'intention et pas seulement sur l'esthétique? Non, parce que des gens me disent beaucoup, oui, mais enfin, ce qui importe, c'est quand même l'émotion. Je suis devant une œuvre, j'ai de l'émotion, j'ai pas d'émotion. Je dis, mais que croyez-vous? Que votre émotion, elle ne procède de rien? Vous avez des parents, vous avez des éducateurs, vous avez un milieu, vous avez une époque, et tout ça fait que vous avez été imbibé.
vous croyez que votre jugement de goût est libre, et Bourdieu a fait un magnifique livre qui s'appelle La distinction et qui montre qu'évidemment les jugements de goût ne sont pas des jugements libres. C'est-à-dire si on prend un avion là, à Nice et qu'on s'en va en Papouasie-Nouvelle-Guinée et qu'on va chercher un papou et qu'on l'emmène en lui disant on vous a offert, on a une place à Bayreuth. C'est mon rêve d'aller à Bayreuth. J'accompagne le papou et donc le papou on lui dit vous allez écouter la Valkyrie, 4 heures. Et on dit le beau est ce qui plaît universellement et sans concept. C'est Kant qui l'a dit. C'est-à-dire, pas besoin d'être éduqué, on a de l'émotion. Je ne suis pas sûr que le papou aurait de l'émotion à Valkyrie. On lui aurait offert une montre, il regarderait en disant ça se termine quand ? Parce que Wotan, Siegfried, Brunhilde, etc. Alors la tétralogie, les 4 opéras, 4 fois 4 heures, pas la peine d'y compter. Et je pense qu'à l'inverse, alors je ne vais pas dire un type qui ira à Bayreuth, parce que si on l'emmène en Papouasie, lui il aura des choses à dire sur les œuvres papous. Mais dans ma campagne, petit village qui s'appelle Chambois, j'en connais 2 ou 3 là, on les met dans l'avion, on les emmène en Papouasie et on va leur faire, on leur dit vous allez assister à une cérémonie rituelle de papous qui sont encore dans des forêts reculées. Je ne suis pas sûr qu'ils apprécient non plus. Donc évidemment, tous les jugements sont des jugements de goût, tous les jugements de goût sont fabriqués, sont construits, y compris chez ceux qui disent mais pas du tout, je ne peux pas dire ça. Donc quand les gens disent j'ai une émotion, c'est parce qu'ils ont été préparés à avoir cette émotion. Si on les prépare à avoir d'autres émotions, eh bien ils auront d'autres émotions, puis après ils pourront juger. C'est-à-dire que je ne dis pas il faut absolument aimer Duchamp, je dis comprenez-le. Quand j'avais mes élèves, je leur disais écoutez, 38 élèves dans une classe à l'époque, je dis quelqu'un rentre, un Chinois rentre dans la classe, il va vous parler en chinois, vous n'allez pas dire ça ne veut rien dire. Vous allez dire « je ne comprends pas ». Dites la même chose avec l'art contemporain. Ne dites pas « ça ne veut rien dire », dites « je ne comprends pas ». Si vous apprenez le chinois, ou si vous êtes vous-même chinois, vous allez entendre, comprendre, vous allez dire « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ». Vous aurez la possibilité d'interagir avec le chinois parce que vous pratiquerez cette langue. L'art contemporain, l'art de manière générale, c'est une langue. Si vous ne l'apprenez pas, vous ne la maîtriserez pas et vous n'avez pas la possibilité de juger. Donc le problème, ce n'est pas de dire « j'aime tout ou j'aime rien ». Comme les Comte Sponville, les Luc Ferry, qui nous disent l'art contemporain, voilà, comme s'il y avait un moment où il y avait l'art contemporain, on ne pouvait plus aimer, soit il faut tout détester, je parle de ces gens-là, ou tout aimer, oui, les Catherine Millet. Mais d'ailleurs, au sujet de l'art contemporain, vous croyez bon de préciser, comme quoi il y a un problème particulier, c'est vous qui vous exprimez, je refuse l'alternative qui contraint à sa défense absolue ou à sa critique absolue. Mais comment vous expliquez qu'il faille exposer ce genre de précautions quand on parle de l'art contemporain? Qu'est-ce qui déchaîne à ce point des passions extrêmes au point qu'il faille ou tout aimer ou tout détester? Parce qu'il y a beaucoup de provocations, d'une part, chez un tas de gens qui ont envie de vivre de leur art. Moi, j'ai beaucoup dit à des artistes que Mallarmé avait été pendant des années professeur d'anglais dans un collège, et qu'en plus il se faisait chahuter, mais qu'il pouvait écrire la poésie qu'il avait envie d'écrire. Aujourd'hui, le premier poète venu, il a envie de passer chez Bunel, et puis d'être publié chez Gallimard, et puis d'être un poète d'État et de vivre de sa poésie. Et bien donc c'est la même chose avec des artistes. J'avais vu à Cuba des garçons et des jeunes filles qui faisaient du néo Andy Warhol. Je leur disais, vous n'avez pas des trucs dans vos viscères, là, plutôt que de copier. Et il y a aussi aujourd'hui un tas de jeunes qui se disent, mais pour aller très vite, si je veux qu'on parle de moi, au journal de 20 heures, je prends un godemiché, et puis j'en fais un truc de 20 mètres de haut, et puis on va l'installer ici. Évidemment, vous allez avoir le journal de 20 heures, quoi. Mais pour de mauvaises raisons. D'où le plug anal, d'où le vagin de la reine, d'où toute cette espèce de scatologie, de grossièreté, de vulgarité. Je ne souscris évidemment pas à ça, mais qui braque le projecteur sur une partie d'artistes mondains, d'un petit monde. C'est le petit monde des galeristes, c'est le petit monde des milliardaires, c'est le petit monde des collectionneurs, c'est le petit monde des rédacteurs de revues. Je te fais un papier en disant que t'es génial, tu me donnes une œuvre, puis un jour je la revends, et sur le marché, je vais me faire beaucoup d'argent en vendant juste un petit dessin comme ça, je m'achète une villa à Saint-Tropez ou ce genre de choses. Tout ce petit milieu fabrique un art qui exclut les gens simples, les gens pauvres, les gens modestes, et évidemment c'est pas souhaitable. Donc moi je suis pour une éducation qui permette de se faire un jugement et de dire ça vaut peut-être très cher ou ça vaut peut-être rien, mais j'aime ou je n'aime pas. Donc le problème c'est pas de dire c'est de l'art ou c'est pas de l'art, mais j'aime ou je n'aime pas en fonction de ce que j'ai appelé ailleurs un percept sublime, c'est-à-dire quelque chose qui nous scotche. Il y a par exemple une œuvre de cet artiste italien Maurizio Cattelan, c'est une œuvre de lui qui est sur cette couverture. Il a fait plein de choses que je trouve magnifiques, et il y a quelque chose de très très impressionnant. C'est un Adolf Hitler en premier communiant, à genoux, qui prie. Et donc, à la taille 1, c'est à la taille qu'on fait quand on fait sa communion, quoi. Et j'ai vu cette œuvre à Venise, et
Et c'est sidérant, c'est-à-dire qu'on se trouve devant cette œuvre-là. Alors évidemment, il dit beaucoup de choses. Il est habillé en petit garçon de cette époque-là, et puis il a la tête d'Hitler telle qu'on la connaît, la moustache, etc. Parce qu'Hitler était catholique, contrairement à ce qu'on imagine. Les gens pensent qu'il était athée ou je sais pas quoi, ou protestant, pas du tout. Il est catholique, il dit même du bien de Saint Paul, du Christ quand il chasse, de Saint Paul aussi, et du Christ quand il chasse les marchands du temple, parce qu'ils sont juifs, on comprend bien que ça puisse l'intéresser. Et cette œuvre-là, d'un seul coup, c'est ce que j'appelle le percepte sublime, on est en arrêt. De la même manière que le sublime nous arrête, le sublime naturel, on a démarré là-dessus, mais c'est un coucher de soleil, un lever de soleil, c'est une cascade, c'est un glacier immense, ce sont des choses des orages, la foudre, le tonnerre, etc. On est tout petit, on ne se sent rien du tout devant ces choses, et c'est ça le sentiment du sublime. Eh bien, il y a des œuvres devant lesquelles on expérimente le sublime, des œuvres d'art contemporain par exemple. Alors évidemment, il faut avoir la culture derrière qui nous permettra de sentir ça comme quelque chose de sublime ou de ne pas le sentir. Mais si on n'a pas été éduqué, on n'aura pas la possibilité. On dira c'est pas beau, ça m'intéresse pas, je passe à autre chose. Mais il y a un art daté. Alors, la deuxième raison, c'est qu'il y a des croûtes à toute époque. C'est-à-dire que si on a regardé la production des impressionnistes à l'époque de l'impressionnisme, il n'y avait pas que ce qu'on retrouve aujourd'hui au musée d'Orsay. Hein. Il y avait plein de gens qui ont fabriqué pas mal de trucs moches, qu'on retrouve parfois en chinant dans les brocs ou chez les antiquaires. Parfois des choses qui se tiennent, mais parfois des choses qui ne se tiennent pas du tout. Et on se dit, bah oui, il y a eu pas mal de croûtes, mais l'histoire a nettoyé tout ça. Le problème avec nous, c'est que l'histoire n'a pas travaillé, n'a rien nettoyé. Parce que quand l'histoire nettoie, c'est parce qu'on a dit qu'un artiste était grand quand il rendait possible d'autres artistes. Simplement aujourd'hui, quand on fait une espèce d'arbre de l'art contemporain, il y a parfois un mouvement qui dure le temps d'une exposition. Et alors que les périodes, parce qu'il y a plein de périodes dans l'art préhistorique, on les ignore souvent, mais il y a beaucoup de périodes, mais une période dure des milliers d'années. Et puis là, ça peut durer 3 semaines le temps d'une exposition. Donc évidemment, on se dit, ça surgit, ça disparaît, il n'y a plus rien. Et ça produit parfois ce qu'on appelle des croûtes. Et ces croûtes-là, parfois, elles sont quand même dans des musées parce que des gens ont acheté ça à l'époque. Dans les années 70, on a acheté ça, puis ça n'a pas tenu le coup. 70, ça fait 50 ans, un demi-siècle. Et un demi-siècle plus tard, on se dit, bah oui, ça, on ne va pas mettre ça au feu. Donc on laisse, on continue d'exposer, etc. Le travail de l'histoire est compliqué à faire, et comme on a de moins en moins d'historiens, de moins en moins de gens compétents, de plus en plus de gens corrompus, de plus en plus de gens qui disent du bien d'une peinture parce qu'il faut en dire du bien ou en dire du mal, parce que ce type est de gauche ou parce qu'il est de droite, que c'est difficile d'avoir un vrai jugement de goût. Je songe à Mathieu, par exemple. Tout le monde connaît Mathieu, puisque à l'époque, il avait fait une pièce de 1 franc, je ne sais plus, enfin, il avait fait une pièce, il avait fait l'affiche d'Air France, il avait fait des timbres, enfin, on voyait du Mathieu partout. Et il se fait que Mathieu était catholique, traditionnaliste, de droite, monarchiste, etc. Et en plus de ça, aimé par Georges Pompidou, qui aimait aussi Vasarely et quelques autres. Plus personne n'achète de Mathieu aujourd'hui, même si ça recommence à grimper parce que les Japonais trouvent ça très intéressant, c'est très calligraphique, et les Japonais achetant, ça commence à repartir sur le marché. Mais il y a une espèce d'enthousiasme pour Mathieu qui n'existe plus, et Mathieu aujourd'hui, c'est un grand peintre. Si on dit Soulages va hélas bientôt mourir, il a 100 ans, mais c'est un artiste immense. Et quand il disparaîtra, et encore que, je ne suis même pas très sûr que quand il disparaisse, on dise on a perdu vraiment un monument. C'est un trésor national chez les Japonais. Hein. Ils sont consacrés des très belles pages. Hein. Vous êtes très touché par Soulages. Oui, parce que je l'ai rencontré, et il m'a fait l'amitié d'une visite de son atelier, je l'ai vu travailler au choix d'œuvres qu'il gardait ou qu'il ne gardait pas. Enfin, j'étais avec Robert Combas, puisqu'ils sont tous les deux voisins à 7. Mais on a un grand peintre là, quoi. Et on avait un grand peintre avec Mathieu, qui a disparu. On avait un grand peintre avec Vasarely, qui a disparu. Vasarely, à une époque, la collection Tel Gallimard utilisait du Vasarely pour faire des couvertures. Ouais. Ça a détruit ce que j'appelais tout à l'heure l'aura. Mais nous avons une grande peinture française, mais comme le marché est américain, ça aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas été capable, et on n'a pas de chef de l'État depuis Pompidou, qui a été capable de défendre les beaux-arts. De temps en temps, Macron s'en va chez Ming, par exemple, parce qu'il faut le dire, il y est allé, etc. Très grand peintre chinois qui vit en France. Mais il a fait des choses après ou d'après ou à partir de Courbet, qui sont des œuvres
gigantesque, monumental, c'est un grand personnage, mais bon, on en parle, mais beaucoup moins que ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas une politique culturelle digne de ce nom, on n'a pas un chef d'État qui dit, bon, ben, moi je soutiens, je défends, on a des grands artistes, etc. On a eu Boulez. On a eu, alors on pense ce qu'on veut de Boulez, les gens ont des avis sur Boulez, mais ils ne connaissent pas Boulez. Ils n'aiment pas Boulez, d'accord, ils n'aiment pas Boulez. Donnez-moi le titre d'une œuvre de Boulez que vous n'aimez pas. Alors, c'est pli selon pli peut-être. Ce sont peut-être les premières pièces pour piano, les sonates, etc. Non, les gens ne savent pas, ils n'aiment pas. Donc ça ne se siffle pas sous la douche, disent Ferry et Comte Sponville. Ça ne se siffle pas sous la douche. Ah oui, c'est un critère comme un autre, mais c'est surprenant. Voilà, deux agrégés de philosophie qui viennent nous dire que ça n'est pas de la musique, car ça ne se siffle pas sous la douche. La prochaine douche que je prends, j'invite Comte Sponville et Ferry dans ma douche. Et moi, je filme. Oui, on peut faire ça. Luc Ferry dans la douche. Je siffle pli selon pli, je le fais. Je serai là. J'insiste sur l'art contemporain en vous citant de nouveau, parce que vous touchez encore un point sensible. Vous écrivez « La prolifération de discours sur l'art, tous plus nébuleux les uns que les autres, qui empruntaient aux philosophes déconstructionnistes, à la psychanalyse en général, mais aux fumées de Jung et au délire de Lacan en particulier, à la théologie athée du structuralisme, aux textes écrits sous substances hallucinogènes, génératrices de glossolalie, tout cela a considérablement travaillé à faire de l'art contemporain une activité pour Happy Few, disons-le plus nettement, une activité sectaire. » Et en effet, on le vérifie, chaque fois qu'on visite une exposition, le délire des commentaires par rapport à parfois la faiblesse de l'œuvre est vraiment spectaculaire. Mais de quand vous datez ce divorce, cette œuvre entre l'œuvre et ce commentaire, et puis le fait que ça devienne une activité vraiment pour Happy Few? Est-ce qu'on peut le dater d'abord? Oui, probablement, je dirais Duchamp, quoi. À partir de Duchamp, disons les premiers ready-made, les premières 10 années du XXe siècle. Je vais faire paraître dans cette collection-là un livre qui s'appelle Les Anartistes, qui est un livre auquel je tiens de moi, mais je ne dis pas souvent ça de mes travaux, parce que j'étais à côté de la gare Saint-Lazare là, avant de reprendre mon train pour aller à Caen, et il y a quelqu'un qui m'arrête et qui me dit « Ah, Michel Onfray, j'adore ce que vous faites », et il me dit d'ailleurs, j'aime beaucoup que vous citiez les artistes de l'art incohérent. Très peu de gens connaissent, très peu de gens en ont parlé, et vous en avez bien parlé, et ils me disent ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai trouvé 17 œuvres des arts incohérents totalement perdues, enfin qu'on croyait perdues et totalement oubliées. Et il est expert en art, et plutôt en art du 19e, il a fait des réappropriations de Géricault, de Corot, de Delacroix, et de Courbet. Et il me dit, voilà, j'ai fait mon expertise, puis à un moment donné, les gens m'ont dit, j'ai une malle, là, regardez ce qu'il y a là-dedans, etc. Et donc, il ouvre la malle, il me dit, mais c'est pas possible, c'est des œuvres incroyables. Les Incohérents sont des artistes qui, à Paris, pendant une vingtaine d'années, autour des années 1880, ont inventé le ready-made, ont inventé le monochrome. Le type qui invente le monochrome s'appelle Paul Biot. On est en 1882. Un autre qui invente le ready-made, vous connaissez sûrement parce qu'il est connu comme écrivain, c'est Alphonse Allais, qui prélève un rideau de fiacre et qui présente le rideau de fiacre comme tel. Et il a ces deux œuvres-là, et quelques autres. Ça va être exposé quelque temps à l'Olympia, parce qu'à l'époque, ils avaient loué la salle de l'Olympia. Et ce que je découvre, c'est que toute l'avant-garde du XXe siècle a pillé ces gens-là qu'ils connaissaient. C'est-à-dire que j'ai déconstruit un peu le christianisme, un peu le freudisme, un peu la gauche traditionnelle. Et là, avec l'esthétique, j'ai dit, mais regardez, tous ces gens, Duchamp connaissait ça. Alphonse Allais fait une partition pour un sourd sur lequel il n'y a pas de musique, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de partition pour un sourd. Il fait une toile toute rouge en disant que ce sont nous noirs, par exemple. Il dit combat de nègres dans un tunnel, etc. Enfin bon. Et alors aujourd'hui, on se demande avec l'avocat si on a le droit de mettre nègre dans le titre, parce qu'on va probablement avoir des difficultés. Oui. Et donc, par exemple, c'est le titre du fameux monochrome qui va être en couverture de ce livre. Et je lui dis, mais au dos, il faut mettre le titre. Oui, mais non. Je dis, non, on met le titre, puis on ira au tribunal s'il le faut, mais enfin tout de même. Eh bien, il y a un moment comme ça qui est pillé par l'avant-garde du XXe, alors que ce sont des gens qui ont 50 ans d'avance sur la fameuse avant-garde parisienne. Donc l'histoire de l'art, c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'il faut mettre en relation les rencontres. Qui a connu qui, par exemple. John Cage fait une espèce de révolution en musique, une pièce qui s'appelle 4 minutes 33, et c'est 4 minutes 33 de silence. Eh bien, ce silence-là, 50 ans plus tôt, c'est déjà fait par Alphonse Allais. Malevich, par exemple, carré blanc sur fond blanc, ou les monochromes de Malevich, 50 ans avant, Paul Biot.
etc., etc. On se dit oui, mais peut-être qu'ils ne connaissent pas. Si, je connaissais. Ça passait par Éric Satie qui avait connu Alphonse Allais. Duchamp lui-même connaissait. Breton avait la totalité des catalogues, des incohérents, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut augmenter son savoir pour augmenter son jugement et augmenter en même temps son plaisir. Comme le temps passe vite, je vais un peu faire une transition vers les vies philosophiques. Votre recueil qui est paru aux éditions au bouquin. Est-ce qu'une vie philosophique, d'abord vous allez peut-être nous en donner une définition, mais est-ce qu'une vie philosophique s'entend sans rapport à l'art, sans rapport à la beauté? Est-ce qu'on peut mener une vie véritablement philosophique en ne s'intéressant pas à la sculpture, à la peinture, etc.? Oui, c'est le cas de gens qui ont, comme Diogène par exemple, ou même comme certains stoïciens, ceux qu'on appelait les vieux romains, c'est-à-dire les contemporains de Caton l'Ancien, qui estimaient que tout ça c'était de l'argent perdu, que c'était inutile, qu'il faut une écuelle pour manger, et si c'est une assiette en terre c'est très bien, il faut une paillasse pour dormir, c'est très bien, il faut une maison pour se protéger des intempéries, et c'est très bien, et stop, ça suffira bien, on n'a pas besoin d'autre chose, des racines, son jardin, et puis... Donc il y a plein de philosophes qui sont dans l'austérité, qui estiment effectivement que l'art, c'est du superfétatoire, ça relève du luxe, et que c'est sans intérêt. D'autres non. Par exemple, Épicure estime que la poésie, c'est sans intérêt, que c'est vraiment un truc pour les mondains, etc., etc. Épicure, Lucrèce, lui, fait un immense poème qui s'appelle « De la nature des choses », auquel j'ai consacré un livre, parce que c'est ce qui m'a porté à la philo quand j'avais 17 ans, que j'ai rencontré mon vieux maître Gerfagnon, et qui lui célèbre la beauté, mais comme un moyen de parvenir à autre chose. C'est-à-dire, il ne fait pas des beaux vers pour juste faire de la belle poésie, mais il embarque les gens pour leur expliquer des choses difficiles. Il utilise à un moment donné une belle image, il dit qu'il faut une coupe dans laquelle on a mis du vinaigre, il faut qu'on mette du miel sur le bord pour pouvoir boire le vinaigre. Et le vinaigre, c'est d'apprendre des choses terribles sur la mort, sur la vie, sur les atomes, sur ce genre de choses, et le miel, c'est finalement la poésie. Donc il y a des artistes, il y a des philosophes qui estiment effectivement qu'on peut utiliser la poésie, donc les beaux-arts, pour donner des messages philosophiques. Je rappelle, parce que les gens l'oublient souvent, que l'Iliade, l'Odyssée, Échille, Sophocle, etc., Euripide, écrivent en vers. C'est-à-dire que les gens oublient qu'aujourd'hui on a des traductions d'Homère en prose. Quand on lit Échille et Euripide, on ne voit pas que ce sont des vers, mais c'est de la poésie. Et pendant très longtemps, c'est le cas. Par exemple, Racine, Corneille, La Fontaine, bien sûr, les gens disent, ben voilà, c'est du théâtre. Fable pour La Fontaine et du théâtre pour les autres. Oui, mais c'est de la poésie, ce sont des alexandrins sublimes aussi. Donc il y a des philosophes qui ont utilisé les moyens des beaux-arts, et puis c'est l'hypothèse d'un de mes vieux livres, qui s'appelait La sculpture de soi. On peut faire de sa vie une œuvre d'art. Et il suffit de dire que finalement, une vie, a priori, c'est une espèce de bloc de marbre informe, et qu'il faut sculpter dans ce bloc de marbre quelque chose qui va rendre possible une forme. C'est ce que dit Aristote, c'est la question de la forme, etc., et des essences, mais enfin, Aristote dit en gros que la statue, elle est déjà dans le marbre, et que le sculpteur, il va chercher ce qu'il y a déjà dans le marbre. Et bien d'une certaine manière, notre existence est une espèce de bloc de bois brut, ou de pierre brute, et si nous n'en faisons rien, ça ne sera que ça. Si en revanche nous sculpter sa propre statue, c'est une image que j'emprunte à Plotin, philosophe néoplatonicien. Et je pense que là, on peut effectivement faire de sa vie une œuvre d'art. Pas un chef-d'œuvre, mais une œuvre d'art. C'est-à-dire quelque chose d'équilibré, d'harmonieux, qui se tient, de cohérent, et qui suppose une harmonie entre ce qu'on enseigne et ce qu'on fait. C'est ça qui est important pour moi. Que Sartre puisse faire une théorie de l'engagement et ne s'engage pas pendant la résistance, ça discrédite la totalité de sa pensée. Que des gens puissent, tous les philosophes du XXe siècle qui ont fait des éloges de la gauche, du socialisme, et puis qui en même temps vivaient comme des petits bourgeois pendant qu'ils envoyaient les autres dans les goulags, etc., ou traitaient le général de Gaulle de fasciste, enfin on se dit, bon, il y a de l'incohérence totale. Mais chez les philosophes de l'Antiquité, théoriquement, il y avait de la cohérence et de la congruence. On ne faisait pas un livre de philo quand on était philosophe, on vivait une vie philosophique, puis accessoirement, on consignait par écrit, ou des disciples consignaient par écrit les propos qui étaient tenus. Par exemple, on sait que Socrate n'a rien écrit, mais qu'il a vécu une vie qui, pour le coup, était philosophique. Donc oui, on peut effectivement, je ne vais pas dire esthétiser sa propre existence, mais faire de telle sorte que son existence soit une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'avec un peu de recul, quelques secondes avant de mourir, on puisse se dire « ça va, j'ai fait quelque chose qui ressemble à quelque chose ». L'idée de se dire devant le moment du recul, ce que j'ai fait ne ressemble pas à grand-chose, c'est terrible.
De toute façon, ça mériterait une édition spéciale à part entière. Vous évoquez des vies philosophiques, Montaigne, Camus, Nietzsche, Germaine de Stel, et puis un contre-exemple, Freud, mais on n'a pas le temps de l'évoquer. Je vais finir sur 2 touches politiques. Je voudrais savoir d'abord ce que ça vous inspire. Vous parlez d'éducation au goût, mais quand on voit les programmes électoraux, on voit que alors non seulement l'éducation au goût est totalement absente, mais même les questions culturelles sont à peu près jamais évoquées. Je voudrais savoir ce que ça vous inspire. Ah oui, absolument. C'est-à-dire que la dernière fois qu'il y a eu un vrai projet culturel, je ne suis pas mitterrandiste, hein, mais c'était chez Mitterrand. Il y avait avec Jacques Lang, alors c'était pas terrible, cette idée de dire la culture elle est là, la droite elle dit on touche pas à la culture et on vous monte jusqu'ici. C'est Malraux, c'est l'éducation populaire, etc. C'est mon option. La gauche dit bougez pas, on descend jusqu'à vous. Et là, pour le coup, la BD, c'est de la culture. La cuisine, c'est de la culture. Le rock, c'est de la culture, etc., etc. Oui, vous êtes élitiste. Bah oui, mais enfin, on peut imaginer que peut-être que Alain Souchon et Bach, c'est pas la même chose. Et qu'on n'est pas pour autant un fasciste d'extrême droite, etc., etc. Donc je pense qu'il y avait un projet fautif, mais un projet culturel. J'ai préféré bien sûr celui du couple Malraux-de Gaulle, cette façon de dire, là où vous serez, on va vous aider à monter. Moi, quand j'ai beaucoup raconté cette histoire, mais quand mes parents reçoivent une télévision, ils n'avaient pas les moyens d'acheter la télévision, on leur offre une télé parce que les gens avaient acheté une télé plus moderne. Et mon père allume la télévision ce soir-là, il y a un petit point blanc, et puis d'un seul coup, on voit une image un peu granuleuse, c'était les Perses d'Eschyle. Et là, on est dans les années 60, c'est-à-dire que pour le coup, les Perses d'Eschyle à 20h30, en prime time, comme on dit en français, sur le service public, il y avait ça. Oui. On se dit c'est quand même autre chose que d'autres noms que je tairai, mais qui font qu'effectivement, à l'époque, on pensait à l'éducation populaire. C'est austère, hein, les Perses d'Eschyle, mais ça pouvait être aussi le Don Juan de Molière par Marcel Bluval avec Michel Piccoli dans le rôle de Don Juan, et puis des grands acteurs de l'époque avec un respect du texte. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas de Don Juan une femme noire, obèse, qui avait envie de changer de sexe le soir, et qui, etc., pendant que... etc., etc. Enfin, c'était moins woke. Moins woke. Non, mais... Parce qu'on respectait l'auteur. On ne disait pas Molière, c'est un peu décati, c'est défraîchi. Moi, qui suis le metteur en scène, aujourd'hui c'est comme ça. Hein, je veux dire, le nom du metteur en scène est comme ça, et puis éventuellement celui de Molière comme ça, quand il est encore là. Quand éventuellement on ne change même pas le titre. Parce que j'ai vu l'autre jour que le service public, c'est-à-dire notre argent, avait payé un téléfilm avec Madame Bovary, qu'on appelait Emma Bovary. C'était pas madame, il fallait que, etc. Il fallait juste montrer. Puis elle était victime du patriarcat, évidemment. Le Charles Bovary, avec son gros phallus, évidemment, c'est terrible, quoi. C'était terrible. Et donc, il y avait à l'époque cette idée qu'on respectait les œuvres et que c'était comme ça qu'on respectait les gens. Et donc, le dernier vrai projet culturel, il opposait effectivement Malraux, je dirais Malraux à Jacques Lang, avec un Malraux qui disait on va vous prendre là où vous êtes et on va vous faire grimper et vous accéderez aux grandes œuvres. Et puis les autres qui ont dit nous, on va directement vous chercher là où vous vous trouvez. Mais si on prend la totalité du personnel politique qui se présente aux prochaines présidentielles, pas un mot sur la culture. Non, mais pas un mot. Quant à Macron, qui a été 5 ans président, il a dit on vous donne de l'argent. Vous avez un pass, les jeunes, vous allez pouvoir acheter un pass. Et on sait que le pass a servi à acheter massivement des mangas. Oui. Donc, qui était déjà massivement vendu de toute manière. Donc, absolument. Et donc on se dit, voilà la politique culturelle de monsieur, quoi. Donc, alors que la Ve République a vraiment des gros moyens. Un chef d'État peut vraiment dire, voilà. Qu'on se souvienne qu'à une époque, quand même, les grands princes, les grands rois, les empereurs, etc., ont créé un style. Style Napoléon, Louis XV, etc. Qui a créé un style n'allons pas jusque-là, mais je veux dire qu'il y a quand même eu à une époque Stark, qui est un génie, un type imbuvable, mais qui est assez génial. On aurait très bien pu dire, allez hop, on va prendre ce type-là, et le design, c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce que c'est à mi-chemin de Gaulle et de Malraux, je veux dire, et de Jacques Lang. C'est-à-dire c'est de l'art pour tout le monde, mais c'est de l'art exigeant quand même, et on peut avoir un presse-citron qui sert à presser des citrons, mais qui en même temps est un bel objet auquel on peut éduquer par le design, etc. Il pourrait y avoir un projet politique, aucun, sur ceux qui sont censés être au second tour, de Macron à Marine Le Pen, ou je ne sais pas, Zemmour ou Pécresse, enfin qui l'on voudra, ceux dont on parle, enfin, disons les 3 premiers, ou les 4, ajoutons Mélenchon, aucun n'a un volet culturel. Alors peut-être faut-il aller chercher dans leurs livres ce qu'ils disaient, mais jamais. Ils ne le mettent pas en avant en tout cas, jamais.
Alors, la dernière question portera sur Macron, mais juste une parenthèse pour illustrer. Nous avons été ensemble d'ailleurs voir le spectacle de Fabrice Lucchini. Et Fabrice Lucchini nous a quand même raconté une anecdote, si ce n'était pas lui, on ne le croirait pas. C'est que dans une conférence de presse, une journaliste lui a reproché de jouer sur scène Molière et La Fontaine, qui étaient des auteurs phallocrates, misogynes et pas woke du tout. Voilà. Donc on en est là. Donc c'est quand même un peu inquiétant. Alors ma dernière question est à l'aveugle. Juste un mot, mais ça nous change de Jean Gabin. Ah oui, bien sûr. Mais la dernière question est un peu à l'aveugle, parce que j'ai reçu votre livre hier, un livre sur Macron qui s'appelle Foutriquer. Alors évidemment, Foutriquer, c'est un programme en soi, mais pourquoi le choix de ce mot pour qualifier Macron? Le président Macron, soyons corrects. Oui. Ouais, je le suis aussi en l'appelant Foutriquer, parce que c'est un mot qu'on trouve sous la plume des communards. Et ce mot était utilisé notamment par Jules Vallès dans L'Insurgé, qui est le 3e volume de Jacques Vintrade, une belle trilogie que je vous invite à lire d'ailleurs, L'Enfant, le Bachelier et L'Insurgé. Et c'était une façon de nommer Monsieur Thiers, le massacreur, le fusilleur de la commune, comme on sait, qui était un républicain de gauche. C'est-à-dire les gens ont des espèces de... Ils ont l'impression que les Versaillais, c'est des gens de droite méchants contre les gentils communards, etc. Je dis non. C'est deux façons d'être de gauche. Une façon république sociale, je dirais, et puis une façon républicaine très anti-prolétarienne, très anti-question sociale. C'est ce qui traverse la gauche actuellement. Ça paraît évident de voir que ce qui sépare Mélenchon d'Anne Hidalgo, par exemple, c'est très exactement, ce sont ces deux gauches-là. Et au moment des Gilets jaunes, et non, c'était après les Gilets jaunes, mais c'était un anniversaire de la commune, 1871, donc c'est quoi, 150aire, je sais pas, je suis pas très doué avec les chiffres. Et Macron a pris position sur ce sujet-là en nous disant qu'à l'époque, la République qui était menacée s'est repliée à Versailles. Ça veut dire que pour lui, les Versaillais, c'était les vrais républicains, pendant que Louise Michel n'était évidemment pas républicaine. Donc il y avait le bien, le mal. Le bien, c'était Thiers, c'était Gallifet, le massacreur de la commune. Et le mal, c'était les communards qui demandaient du travail, de la dignité, qui résistaient même avec l'envahisseur prussien quand même à l'époque, se rappeler ça. Et que les Prussiens d'ailleurs ont aidé les Versaillais à mater les communards. Il y a quand même une histoire qu'on ne connaît pas très bien. Et cette idée que Emmanuel Macron puisse, à l'occasion de la célébration de la commune, revendiquer son camp, en disant qu'il était du côté de Thiers et des Versaillais parce que la République menacée s'était repliée à Versailles. Je dis, ah bah très bien, on reprend ce que Vallès et les communards disaient de Thiers en disant que... Alors il avait 36 surnoms, dont celui-ci, Foutriquet. Donc je me suis dit, ça lui va bien. Très bien. Alors maintenant, et historiquement, on s'est fondé. Très bien, mais je vais vous lire. Maintenant, si vous voulez vous adresser directement à Michel Onfray, c'est le moment. Donc, quelque chose à dire ? Oui, juste une précision, parce que j'ai découvert après que je pensais que le mot était utilisé par les communards et que eux l'avaient inventé. Il se fait que j'ai lu Le Père Duchesne d'Hébert il y a quelque temps pour faire un texte contre Hébert que je déteste, qui est vraiment un assassin de la Révolution française. Et le mot foutriquer se trouve dans Le Père Duchesne d'Hébert. Donc longuement attesté. Ça veut dire que les communards l'ont emprunté à Hébert. Ah, parfait. Alors foutriquer, si on veut une traduction, c'est petit branleur. Hein. Petit branleur, très bien.